Aujourd'hui, on se lance dans une analyse approfondie qui risque de bousculer pas mal d'idées reçues. On plonge au cœur de centaines de pages de rapports d'expertise constitutionnelle puis de textes de loi assez denses. Oui, ben notre mission aujourd'hui, c'est vraiment d'extraire l'essentiel de tout ça de manière claire puis sans jargon compliqué. On s'attaque à un gros morceau de la politique. Exactement. On va décortiquer un concept qui ébranle littéralement les fondations mêmes d'une démocratie occidentale moderne, ce qu'on appelle la particratie belge. C'est un sujet fascinant, surtout parce que ça nous montre le décalage monumental entre ce qui est écrit sur les grands textes constitutionnels puis la réalité brutale des couloirs du pouvoir. Mais ça, pour bien visualiser le problème que nos sources mettent en lumière aujourd'hui, imaginons un scénario. On engage un architecte de grand talent pour concevoir une maison ultra sécuritaire. OK, je vois le genre. Sur papier, le contrat est clair comme l'eau de roche. Cet expert-là a le contrôle total de son art, puis il doit agir selon sa propre conscience professionnelle. Mais en coulisses, il y a un cartel occulte qui le force secrètement à utiliser des matériaux bon marché. Ah ouais? Puis s'il refuse, j'imagine qu'il y a des conséquences. C'est clair. S'il refuse, on menace de détruire complètement sa carrière. Fait que l'architecte, qui est censé travailler pour le bien-être du propriétaire, dans le fond, il n'est plus du tout libre de son expertise. C'est une image vraiment frappante. Puis ça illustre parfaitement l'illusion rassurante à laquelle la plupart des citoyens s'accrochent. Ouais, on aime croire que le mandat accordé à un élu, c'est un mandat libre, qui est protégé par les institutions. Absolument. Mais lorsqu'une structure de pouvoir invisible, qui n'est pas élue puis qui est régie par ses propres règles, tire les ficelles, cette façade de liberté s'effrite très rapidement. C'est fou quand on y pense. Puis pour bien comprendre comment la Belgique en est arrivée à ce stade-là, il faut faire un petit pas en arrière puis poser le cadre historique. Si on retourne à la Constitution belge de 1831, ce qui est vraiment étonnant, c'est que le texte n'a même pas prévu l'existence des partis politiques. T'es en train de dire que les pères fondateurs ont rédigé une constitution au complet sans jamais penser que des partis allaient se former. Pas un seul mot là-dessus dans le texte original. Voyons donc, ça semble tellement naïf aujourd'hui. Ça l'est à nos yeux, ouais. Mais à l'époque, il faut comprendre qu'il était profondément imprégné d'une méfiance envers ce qu'on appelait les corps intermédiaires. Ah, un peu comme l'héritage de la Révolution française. Exactement. Ils avaient une part bleue que des factions, des groupes d'intérêt ou des guildes viennent s'interposer entre la nation, qui est souveraine, puis ses représentants élus. Fait qu'ils voulaient une ligne directe. Je vois, mais en voulant éviter ça, ils ont sûrement créé un angle mort. Le résultat, c'est qu'ils ont créé un vide juridique immense. Puis, tu sais, la nature a horreur du vide. C'est précisément cette absence de règles qui a permis aux partis politiques de se développer. Jusqu'à devenir un pouvoir de fait absolu. Tout à fait. Aujourd'hui, ils opèrent largement dans l'ombre du droit privé, tout en dictant la marche de l'État tout entier. Ouais. Puis c'est important de préciser que les documents qu'on examine aujourd'hui, que ce soit des analyses juridiques ou des statuts internes, ils documentent ces pratiques-là à travers tout le spectre politique. C'est un bon point. On parle de partis de gauche, de droite, du centre. La mécanique est la même pour tout le monde, puis on ne prend pas position ici. Notre but, c'est vraiment d'analyser froidement comment ce système-là écrase l'individu. Exact. Et le concept clé autour duquel toute cette analyse-là gravite, c'est l'article 42 de la Constitution belge. Cet article-là, il stipule noir sur blanc que l'élu représente la nation entière. Pas son parti, puis pas juste les électeurs de son quartier. C'est ce qu'on appelle l'interdiction absolue du mandat impératif. Le député doit utiliser son propre jugement, sa propre conscience. Sauf que nos sources prouvent que l'élu d'aujourd'hui ressemble de plus en plus à notre architecte pris en otage de tantôt. Tout à fait. Puis le rapport d'expertise qu'on décortique se contente pas de juste faire de la philosophie là-dessus. Il amène des données objectivables, des faits bruts. Ah, j'aime ça, les faits bruts. Vas-y. Prenons la première preuve matérielle, genre la discipline de vote. Les analyses quantitatives montrent que sous le gouvernement fédéral belge Wilmès II, la discipline de vote au sein de la majorité atteignait 99,73 %. 99,73 %. Attends une minute, là. On s'entend que c'est plus juste une question de consensus idéologique rendu là. Non, c'est mathématiquement impossible. C'est ça. Mettons qu'on a un Parlement avec des centaines de lois complexes qui touchent à tout. La fiscalité, l'environnement, l'éducation. On ne peut pas avoir des dizaines d'individus avec des bagages différents qui arrivent spontanément à la même conclusion
99,73 du temps. C'est clair, pas s'ils utilisent leur propre libre arbitre. Fait que c'est la preuve factuelle puis irréfutable d'une coercition de groupe. Donc le mandat impératif est illégal en théorie, mais les chiffres prouvent qu'il s'applique à la quasi-perfection dans la vraie vie. Exactement. Puis ce contrôle-là s'exerce pas seulement par la pression sociale du groupe. Il s'exerce aussi, et par le portefeuille. Ah, l'argent, le nerf de la guerre. C'est ce que les sources appellent l'aliénation financière. Le rapport cite un cas factuel très précis, celui du Parti du travail de Belgique, le PTB. OK, qu'est-ce qui se passe avec eux? Bien, les élus de ce parti-là sont contraints par les statuts même de l'organisation de reverser la majeure partie de leurs indemnités parlementaires aux caisses du parti. Ouf, c'est ce qu'ils appellent les rétrocessions, c'est ça, hein? Ouais, les fameuses rétrocessions. Et tenez-vous bien, en 2024, ces rétrocessions représentaient 23,1 % des revenus globaux de cette formation politique-là. Voyons donc, c'est énorme. Si on fait une analogie, c'est comme si mon employeur me disait « Ben, félicitations pour le poste, mais pour garder ton bureau, tu dois virer le quart de ton salaire dans le compte de la compagnie chaque mois. C'est un peu ça, oui. Sinon, on te met à la porte. » Fait que la survie économique puis professionnelle du parlementaire, elle est structurellement attachée à son obéissance. S'il désobéit, il perd son gagne-pain. C'est une pression immense. Mais ça soulève une question immédiate. L'élu, dans le fond, il est censé être protégé par la loi puis la Constitution. Si un député décide un matin de dire « Non, ma conscience m'interdit de voter cette loi-là », comment la pression s'exerce au quotidien? Comment on le ramène dans le rang, tu veux dire? Ouais, Qu'est-ce qui arrive concrètement dans les parlements? c'est là qu'entrent en jeu les fameux règlements d'ordre intérieur, ce qu'on appelle les REOI des parlements. Ces règlements-là, ils agissent comme un étau bureaucratique redoutable. Un étau bureaucratique. OK, explique-moi ça. Dans le fond, il conditionne absolument tout le travail quotidien de l'élu. Son temps de parole en micro, son droit de siéger dans des commissions stratégiques, son accès à des collaborateurs, Même son équipe de recherche. ouais, même les gens pour l'aider à rédiger des lois, puis même son budget de fonctionnement de base. Puis toutes ces ressources-là sont conditionnées à une seule chose. L'appartenance au parti. Exact. L'appartenance à un groupe politique reconnu d'une taille minimale. Fait que, si on reprend notre métaphore de la construction, si un élu décide d'exercer son mandat libre, de rompre les rangs pour devenir indépendant, puis respecter l'article 42, on le met pas en prison, mais on lui enlève tous ses outils. C'est exactement ça. On lui confisque son marteau, ses plans, puis on l'enferme dans le sous-sol de la maison. Les sources parlent littéralement de mort civile parlementaire. Si un élu quitte son groupe, on lui coupe le micro, on lui retire ses assistants, ce qui l'empêche de faire son travail d'analyse. Puis il peut plus participer au vrai débat. Non, parce qu'on l'exclut des commissions où se font les véritables négociations législatives. C'est un harcèlement institutionnalisé conçu pour rendre la dissidence impossible en pratique. C'est fou. Puis tu sais, il y a un détail dans les documents qui m'a fait sursauter concernant ces règlements-là. On parle beaucoup du niveau fédéral, mais au palier local, mettons en région wallonne. Ah oui, le fameux Code de la démocratie locale. Ouais, le CLDLD. On y abonde la notion de pacte de majorité. J'ai vu ça en préparant notre discussion, puis j'ai dû relire 3 fois pour être sûr d'avoir bien compris. Je te comprends. C'est probablement l'anomalie juridique la plus effarante de tout le dossier. C'est quoi exactement? Bien, l'article L1123-1 de ce code wallon-là stipule que la signature individuelle d'un élu local sur un pacte de majorité est formellement, puis je cite, frappée de nullité absolue. Frappé de nullité absolue. OK, Ouais, si elle n'est pas endossée par la majorité de son propre groupe politique. c'est capoté quand même. Ça veut dire que la loi elle-même admet que la voix de l'individu, sa signature physique sur un document officiel, a aucune valeur juridique s'il ne soumet pas à sa faction. Précisément. Fait que c'est plus juste une menace informelle dans les corridors, là. C'est l'institutionnalisation légale du mandat impératif. L'élu est physiquement privé de son droit d'alliance. Exact. La loi locale contredit directement l'esprit de la Constitution fédérale en rendant l'individu juridiquement incompétent sans l'accord de son parti. OK, on récapitule les taux. On prend leur argent, on leur enlève leur temps de parole s'ils deviennent indépendants, puis on annule leur signature. C'est un système bien verrouillé. Mais qu'est-ce qui se passe s'ils réussissent quand même à parler, Vananon? Tu sais, je pensais qu'il y avait un bouclier ultime, moi. L'article 58 de la Constitution. L'immunité parlementaire. Ouais, c'est censé garantir la liberté de parole totale dans l'exercice de leurs fonctions, non?
On peut pas traîner un élu devant un juge pour ses votes. L'article 58 est un bouclier, ouais, mais seulement contre l'État. Contre l'État. Fait qu'il protège l'élu contre la police, contre les juges civils ou pénaux. Mais il est complètement inefficace contre la justice privée. La justice privée. Et c'est là le cœur du problème. Les partis politiques ont érigé de véritables tribunaux internes, des structures de justice parallèles. Ah, ces fameux règlements internes là qu'on trouve dans les statuts des partis. Les sources décortiquent les règles de plusieurs formations, puis c'est assez glaçant. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus marquant? On y lit, par exemple, que le Parti socialiste, le PS, exige un rapport annuel d'obéissance pour vérifier si les élus s'alignent bien sur le projet du parti. Oui, un bulletin de notes, genre. Exact. Le mouvement réformateur, le MR, possède un conseil de conciliation et d'arbitrage. Puis du côté de l'OpenVLD, on utilise un système de discipline interne appelé le TUSHT. Le TUSHT, oui, c'est très documenté. Il y a même des descriptions dans les rapports où on explique que des députés sont littéralement guidés physiquement par des pairs en commission, genre des collègues qui leur murmurent à l'oreille ce qu'ils doivent voter. C'est pas des blagues. La matérialité de cette menace-là se voit très clairement dans ce qu'on appelle la jurisprudence de l'exclusion. Ce sont pas juste des théories abstraites. Tu as des exemples concrets tirés des sources officielles? Ouais, les sources citent des cas très précis où cette justice privée-là a frappé. Prenez Jean-Marie Dédecker, Lui, il était expulsé, non? expulsé de son parti pour dissidence idéologique, ouais, simplement parce qu'il exprimait publiquement des opinions contraires à la direction. C'est fou. Puis il y a un cas plus récent, celui de Elzamp. Elle a dénoncé un harcèlement institutionnel sévère au sein de son parti, l'OpenVLD. Ça l'a même poussé à intenter des actions en justice. Donc les partis n'hésitent pas à utiliser des sanctions lourdes. Oh non! Sanctions disciplinaires, exclusion des listes électorales, puis même ce qu'on appelle des procédures bâillons. Des slaps, dans le fond. Des poursuites abusives. Exact. Pour épuiser psychologiquement puis financièrement les lanceurs d'alerte. Fait que tout ça, ça neutralise complètement la fameuse immunité de l'article 58. Il y a quand même une ironie frappante là-dedans, tu sais. On a ces partis-là qui agissent comme des oligarchies privées, qui ont leurs propres tribunaux, mais ils sont financés massivement par les fonds publics. C'est le paradoxe total. D'après les chiffres de 2022 dans le rapport, on parle de 75 millions d'euros annuels de dotation publique. 75 millions par année. Puis un patrimoine net accumulé de 162 millions d'euros, c'est un trésor de guerre colossal, financé par le contribuable, puis ça sans réel contrôle démocratique externe. Ben non, parce que la commission qui surveille ce financement-là, elle est composée des parlementaires eux-mêmes. Juges et partis, on adore. Mais alors, face à ce monstre-là, ce rouleau compresseur particratique, comment on peut riposter? C'est là qu'on entre dans l'aspect stratégique du rapport. Parce que, tu sais, si on veut les poursuivre, on fait face à un mur. Les partis politiques belges se présentent souvent comme de simples associations de faits. Ouais, ils n'ont pas de personnalité juridique complète comme une entreprise normale, par exemple. Fait que s'ils n'existent pas légalement au même titre qu'une compagnie, comment on les amène devant un juge? C'est impossible. Pendant des décennies, là, cette astuce-là de l'association de faits a été leur grand bouclier d'impunité, mais les sources révèlent une brèche jurisprudentielle majeure qui est survenue assez récemment. Ah oui? Qu'est-ce qui a changé? En 2021, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt, l'arrêt numéro 20-2021, qui change complètement la donne. OK, explique-nous ça. La Cour a décrété que, puisqu'ils reçoivent des dizaines de millions en financement public puis qu'ils exercent des missions électorales cruciales, les partis possèdent ce qu'on appelle une personnalité juridique atténuée. Une personnalité juridique atténuée. Fait que si j'essaie de traduire ça en termes simples, ça veut dire que le tribunal leur dit « Écoutez, vous avez suffisamment d'existence pour encaisser des gros chèques de l'État, fait que vous avez suffisamment d'existence pour être poursuivi en justice. » C'est un excellent résumé. Exactement ça. La Cour dit qu'on ne peut pas avoir les avantages financiers sans les responsabilités civiles qui viennent avec. C'est logique. À partir de là, les experts juridiques ont élaboré une séquence logique, un vrai plan de match en 3 étapes pour engager la responsabilité civile des partis. OK, on décortique ça. C'est quoi l'étape 1? La première étape, c'est d'établir le locus standi, c'est-à-dire l'intérêt à agir. L'intérêt à agir. Donc, on ne peut pas juste aller devant un juge parce qu'on est un simple citoyen fâché contre le système en regardant le téléjournal? Non, le droit exige un préjudice direct. Il faut rassembler des plaignants qui ont subi un dommage personnel mesurable. Comme qui, mettons? On parle des élus qui ont été arbitrairement exclus, des lanceurs d'alerte dont la carrière professionnelle a été ruinée, ou des candidats indépendants qui ont été lésés financièrement par le système. OK, fait qu'on a nos plaignants. Étape 2. Une fois qu'on a ces plaignants-là, on passe au livre 6 du Code civil.
On traîne les dirigeants du parti devant le tribunal de première instance en plaidant ce qu'on appelle la faute achillienne. Faute achillienne. Mon Dieu, ça sonne comme une vieille maladie de l'Empire romain, ça. C'est quoi exactement dans notre contexte? C'est moins dramatique que ça en a l'air. La faute achillienne, c'est simplement la base de la responsabilité civile extra-contractuelle. Donne-nous une image pour qu'on comprenne bien. Mettons si je casse la clôture de mon voisin par négligence ou par un acte volontaire, j'ai commis une faute qui lui cause un dommage. Fait que je dois réparer ce tort-là financièrement. OK, très clair. Puis appliqué à notre sujet politique. L'argument, c'est que le fait d'imposer des consignes de vote strictes, d'insérer des clauses abusives, ce qu'on appelle des clauses léonines, où le parti s'accapare tous les droits, puis d'exercer une violence morale sur l'élu, bien tout ça, ça constitue une faute civile qui va à l'encontre de l'ordre public constitutionnel. Fait que le but ici, c'est vraiment d'obtenir une réparation financière pour le député qui a été brisé par le système. Exact. C'est brillant. Mais j'imagine qu'on ne s'arrête pas juste au parti, non? L'étape 3, j'ai lu qu'on s'en prenait à l'État lui-même. Absolument. On attaque l'État belge pour sa carence, ce que les juristes appellent l'incompétence négative. Incompétence négative, j'aime le terme. Dans le fond, l'État distribue ces fameux 75 millions d'euros d'argent public là, aux partis sans jamais exiger la moindre garantie que ces partis-là respectent la liberté de délibération à l'interne. C'est comme donner un chèque en blanc. Fait qu'en finançant ce système-là aveuglement, l'État se rend littéralement complice de l'oppression constitutionnelle. Puis c'est ici qu'on touche au point névralgique de toute l'affaire, l'argent. Il y a une offensive légale proposée dans les documents qui repose sur la théorie de la lacune extrinsèque, en lien avec l'article 15 tiers. Ouais, ça c'est un concept un peu lourd. Comment on explique ça simplement pour notre public? Bien, l'article 15 tiers de la loi sur le financement permet de retirer l'argent public à tout parti qui violerait les droits humains garantis par la Convention européenne. Ça, c'est une excellente chose en soi. Ouais, on veut pas financer des partis qui bafouent les droits fondamentaux. Mais la loi omet complètement de punir un parti qui détruirait la Constitution belge de l'intérieur. Ah! Notamment en bafouant l'article 42 sur le mandat libre. Fait qu'une lacune extrinsèque en droit, c'est une omission législative qui crée une inégalité. Si je fais une analogie, c'est comme si le règlement d'une école punissait super sévèrement un élève qui court dans les corridors, mais oubliait complètement de prévoir une punition pour un élève qui mettrait le feu à la bibliothèque. C'est une très bonne analogie, ouais. C'est une omission tellement absurde qu'elle en devient choquante. Fait que c'est quoi le but de soulever ça en cours? L'objectif de la manœuvre, c'est de forcer un juge à poser une question préjudiciale à la Cour constitutionnelle. De demander, bien, cette omission-là, est-elle pas discriminatoire ou non? Pourquoi l'État sanctionnerait les atteintes aux droits de l'homme, mais continuerait à financer allègrement des partis qui annihilent le fondement même de la démocratie représentative? Exactement. Puis si la Cour reconnaît cette lacune-là, ça forcerait une réforme totale du financement politique. La théorie est impressionnante, je l'avoue, mais mettons-nous dans la peau de l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. Même si on a un plan de match parfait, on sait comment fonctionnent les grandes institutions. Le rapport lui-même souligne le problème de l'endogamie du système. Oui, le fait que tout le monde se connaît. En clair, les juges des hautes instances sont très souvent d'anciens politiciens qui ont été nommés par ces mêmes partis-là. Il n'y a pas un risque énorme qu'un juge lève les mains en l'air, invoque le principe de la séparation des pouvoirs, puis dise « Désolé, mais la justice ne se mêle pas de la tambouille interne des parlements ». C'est un risque très réel. C'est ce que le rapport identifie comme le réflexe conservateur de la magistrature. Fait qu'on fait quoi si ça bloque en Belgique? C'est précisément pour ça que la stratégie comporte un ultimum remedium, un ultime rempart au niveau supranational. On sort du pays. Oui. Si la justice interne se bouche les oreilles, qui refuse d'agir, il faut porter le combat devant la Cour européenne des droits de l'homme, la fameuse CEDH, à Strasbourg. OK, mais sur quelle base légale on attaque un parti politique belge à Strasbourg? On invoque l'article 3 du protocole numéro 1 de la Convention qui garantit le droit à des élections libres, puis on le combine avec l'article 10 qui protège la liberté d'expression. C'est du lourd. Puis l'avantage, c'est qu'on part pas de zéro là-bas. Il y a des précédents juridiques massus qui font déjà trembler le système. C'est vrai, les sources mentionnent l'arrêt Mugeman-Gango de 2020. C'est un cas où la Belgique a été lourdement condamnée par l'Europe, non? Ouais, tout à fait. Puis pourquoi? Parce que le Parlement jugeait lui-même de la validité de ses propres élections. C'est ça, c'était le principe de l'auto-jugement qui posait un énorme problème à la CDH.
C'est comme, mettons, laisser un étudiant corriger son propre examen final puis décider de sa note. C'est sûr que la Cour a dit non. Puis le lien logique avec notre sujet d'aujourd'hui est très direct. On veut utiliser cette même logique-là pour faire condamner le fait que les partis politiques belges contrôlent eux-mêmes leurs propres infractions. Via leur commission parlementaire. Voilà, c'est le même conflit d'intérêts fondamental qui a déjà été jugé illégal par l'Europe. Très habile. Puis il y a aussi un autre arrêt très récent mentionné dans l'autre analyse, l'arrêt Tomenko de 2025. Ça disait quoi, ça? L'arrêt Tomenko, c'est une munition juridique inestimable pour cette cause-là. Dans cette décision-là, la CDE a statué noir sur blanc que destituer ou marginaliser drastiquement un parlementaire sous prétexte de dissidence idéologique, c'est radicalement anticonventionnel. Radicalement anticonventionnel, wow! Surtout si c'est parce qu'il refuse de se plier à une consigne de vote impérative. La Cour européenne a réaffirmé que l'allégeance première d'un représentant élu, elle va à la nation tout entière, pas à la direction de son parti. Fait que si je comprends bien l'enchaînement de toutes ces actions-là, on réalise que le but de ce grand combat épique-là, que ce soit au civil à Bruxelles ou devant la Cour à Strasbourg, Ouais. c'est pas juste d'obtenir un chèque de 10 000 € en dommages et intérêts pour un élu qui a perdu son poste, on vise beaucoup, beaucoup plus grand. Tu as tout à fait raison. Le but financier est secondaire, dans le fond. L'objectif véritable, c'est d'infliger un choc juridictionnel au pays. Un choc juridictionnel pour faire bouger les choses. Exact. L'idée, c'est d'utiliser les tribunaux pour coincer l'État belge, puis le forcer à faire ce qu'il a évité de faire depuis 1831, c'est-à-dire adopter une véritable loi organique des partis politiques. Une loi qui encadre enfin leur existence. Exact. Oui, c'est un cadre légal qui existe déjà chez les voisins, en Allemagne ou en Espagne, par exemple. Puis ça changerait quoi, concrètement? Une telle loi obligerait formellement les partis à respecter la démocratie interne, à avoir une transparence financière totale, puis surtout, ça garantirait le mandat libre de leurs élus, sous peine d'être purement et simplement frappés d'illégalité. C'est majeur. Quand on rassemble toutes les pièces du casse-tête de cette analyse-là, le portrait est vraiment saisissant. La particratie, elle s'est pas juste contentée de contourner discrètement la Constitution. Non, elle a pris toute la place. Elle s'est métamorphosée en une forme de capitalisme politique. Elle utilise l'argent public pour acheter la loyauté. Elle brandit des règlements internes pour menotter les indépendants, puis elle déploie des tribunaux privés pour briser quiconque ose penser par lui-même. C'est un résumé assez percutant. Mais la lueur d'espoir au bout de ce long tunnel-là, c'est que l'arsenal pour riposter est prêt. Les preuves comptables sont là, les outils existent grâce à la personnalité juridique atténuée, puis l'ombre de la Cour européenne plane au-dessus d'eux. C'est un constat puissant, mais avant de terminer notre discussion, je sais que tu voulais souligner une réflexion particulièrement troublante qui se trouve à la toute fin des documents. Oui, absolument. C'est un point super important parce qu'on pourrait naturellement penser que la solution à cette dérive autoritaire-là, elle viendra des mouvements citoyens. Des nouvelles voix qui émergent pour dénoncer le vieux système. Ça semble logique. Sauf que le rapport nous apprend que la culture de l'infiodation, cette soif de contrôle impératif-là, elle a tellement gangréné les esprits que même les nouvelles listes prétendument citoyennes reproduisent le même schéma. T'as un exemple? Oui, les sources mentionnent la liste Caillou, par exemple. Aujourd'hui, ces groupes-là essaient d'imposer à leurs propres élus locaux de n'être que de simples porte-paroles. Attends une minute. Tu dis que des assemblées de citoyens qui se veulent ultra-démocratiques puis tout exigent de leurs propres élus qui signent des cahiers des charges pour voter exactement comme l'assemblée non élue le dicte. C'est l'ironie parfaite, au nom d'une supposée pureté démocratique, ils réinventent le mandat impératif. C'est complètement fou. Ils veulent lier les mains et l'esprit de leurs représentants avec la même ferveur que les vieux partis traditionnels qui dénoncent. La forme change, c'est sûr, mais l'infraction constitutionnelle à l'article 42, elle, est identique. C'est le paradoxe ultime, le serpent qui se mord la queue. Si les mouvements citoyens qui naissent pour guérir le système finissent par utiliser le même poison, puis reproduire exactement la même violation du mandat libre, comment la démocratie peut-elle s'en sortir? C'est la grande question. C'est une réflexion profonde pour quiconque s'intéresse à l'avenir de notre représentation. Parce qu'au final, peu importe quel cartel occulte qui menace notre architecte du début, ce soit une multinationale sans visage ou un groupe de voisins très bien intentionnés. Le résultat est le même. Exact. Si l'architecte n'est plus libre de dessiner les plans selon son expertise, c'est toute la maison qui risque de nous tomber sur la tête. Fait que là-dessus, merci de nous avoir suivis pour cette plongée au cœur de nos institutions. Ça a été un plaisir de décortiquer ça avec toi.
Si je parlais d'un pays où les élus votent exactement selon les directives de leur chef dans, mettons, 99,73% des cas, la première image qui viendrait en tête, ce serait probablement celle d'un régime totalitaire, non? Ouais, on imaginerait tout de suite des décisions prises par un comité central quelque part où la moindre dissidence est juste écrasée. Exactement. Sauf que le fait troublant ici, c'est qu'on ne parle pas d'une dictature lointaine, on parle de la Belgique, une démocratie occidentale moderne en plein cœur de l'Europe. Et c'est ce chiffre vraiment hallucinant de 99,73% qui sert de point de départ à notre exploration d'aujourd'hui. À redéfinir ce qu'on observe, en fait. Quand l'uniformité atteint ce niveau-là, on ne peut plus parler de simple cohésion d'équipe. On est face à une mécanique de contrôle absolu. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ça se passe à l'intérieur même d'institutions démocratiques. Des institutions qui sont supposées empêcher ce genre de dérive, justement. Fait que pour décortiquer cette mécanique, on s'appuie aujourd'hui sur un dossier juridique extrêmement riche qui date de 2026. Et il faut bien préciser, ce n'est pas un essai d'opinion. C'est littéralement un manuel de contre-attaque légale. Il y a des jurisprudences, des données financières. C'est une véritable architecture de guérilla juridique. Oui, le but du document, c'est d'expliquer noir sur blanc comment attaquer ce qu'ils appellent la particratie. Et même si on est au Canada et que ça semble être un problème strictement belge, ce dossier-là, c'est une classe de maître sur la façon dont un parti peut détourner l'État de l'intérieur. Tout à fait. Et avant d'aller plus loin, je pense que c'est super important de rappeler notre mission aujourd'hui. Notre but, ce n'est pas de prendre parti pour ou contre un camp politique. Non, vraiment pas. On est là pour analyser objectivement les rouages institutionnels et les failles juridiques qui sont présentés dans ces sources officielles et académiques-là. On décortique le manuel, tout simplement. Oui, c'est ça, on regarde les faits. Fait qu'avant de voir comment on traîne un système entier en cours, il faut tout prendre le concept à la base. C'est quoi exactement une particratie? Oui. L'auteur explique que d'un côté, on a l'article 33 qui stipule clairement que tous les pouvoirs émanent de la nation, mais de l'autre côté? De l'autre côté, l'article 42 garantit le vote libre des députés, ce qu'on appelle l'interdiction du mandat impératif. Donc, en théorie, un député ne prend pas d'ordre, il vote selon sa conscience. Sauf que la théorie, elle frappe un méchant mur de briques dans la réalité. Le document explique que les vraies décisions, celles qui comptent vraiment, elles ne se prennent plus au Parlement du tout. Non, elles se prennent à huis clos dans ce qu'on appelle le CAN. C'est le Conseil des ministres restreint, dirigé par une poignée de présidents de parti. Pour donner une image à ceux qui nous écoutent, c'est un peu comme si, dans une grande entreprise, on avait un conseil d'administration officiel avec des directeurs bien payés, mais dans les faits, ces directeurs-là ne font que tamponner les décisions d'un comité fantôme qui se réunit en cachette. Une très belle analogie. Surtout quand on réalise que ce comité fantôme, il n'a aucune existence légale dans les statuts de l'entreprise. Et plusieurs de ces présidents de parti-là n'ont parfois même pas été élus par la population. Sérieux. Ils dirigent la structure du parti, donc ils dirigent le pays au final. Exactement. Le Parlement devient juste une chambre d'enregistrement, parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Si la Constitution est claire sur le vote libre et que ce comité contourne les règles de façon aussi évidente, pourquoi l'appareil de justice ne fait rien? C'est la job d'une cour constitutionnelle de dire que c'est illégal, non? C'est là qu'on observe la contorsion la plus spectaculaire du système. La Cour constitutionnelle belge voit ce décalage-là. Elle le reconnaît même dans ses textes. Mais pour éviter de s'attaquer au problème frontalement, elle a inventé une pirouette juridique. Laquelle? Elle qualifie cette discipline de parti de simple, et je cite, « fait sociologique » et donc non contrôlable par le droit. Un fait sociologique, voyons donc. Honnêtement, c'est la pire excuse légale que j'ai jamais entendue. C'est comme dire, ouais, les gens roulent à 180 km/h sur l'autoroute, mais bon, c'est un phénomène de société. On peut rien y faire. Oui, c'est exactement cette logique-là. La justice dit en substance que le fait que les députés obéissent à leur chef, c'est juste une dynamique de groupe. Ce n'est pas une règle de droit qu'un juge peut casser. C'est un angle mort qui est complètement volontaire. C'est fou. Et c'est précisément ce que ce manuel de 2026 vient détruire. Puisque la justice se cache derrière l'excuse du comportement naturel, le dossier déploie un véritable arsenal de preuves. Le but, c'est de montrer que ce n'est pas de la sociologie, c'est de l'ingénierie financière. Et de la coercition pure. Si on regarde les chiffres, ça donne le vertige.
La première preuve majeure, c'est cette fameuse étude de l'UCL Louvain sous le gouvernement minoritaire Wilmès II. C'est là qu'on retrouve notre 99,73 % de taux d'alignement partisan, c'est ça? C'est ça, et pour certains partis, sur une décennie entière, il y a 0 vote dissident documenté. 0. Statistiquement parlant, dans un groupe de centaines de personnes qui votent sur des milliers de lois complexes, c'est impossible d'avoir une unanimité parfaite, à moins qu'il y ait une forme de menace en arrière-plan. Absolument. Et cette menace-là, elle s'opère par le portefeuille. Le dossier explique de manière chirurgicale comment l'État finance sa propre prise d'otage, dans le fond. Ouais, parlons d'argent un peu. En 2026, la dotation publique directe au Parti belge a atteint 108,7 millions d'euros. Ça, c'est juste pour une année. Si on recule jusqu'à 1989, on arrive à un transfert astronomique de 4,02 milliards d'euros versés par l'État. Ce qui représente en passant 87 % des revenus de ces partis-là. C'est gigantesque. Pour donner une idée de l'ampleur, le manuel fait remarquer que c'est le double du financement en Allemagne, puis le quadruple de ce qui se fait aux Pays-Bas. Fait que ces montants massifs créent une véritable forteresse. L'argent public garantit que les partis au pouvoir ont les reins assez solides pour écraser n'importe quelle nouvelle formation citoyenne qui essaierait d'entrer dans l'arène. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'aspect le plus pernicieux, c'est le scandale des rétrocessions. Je lisais ça, puis j'en revenais pas. Ah oui, la fameuse taxe de parti? Les partis exigent une partie du salaire de leurs propres élus. Ça va de 10 % pour des partis comme le PS ou la NVA, puis ça en monte jusqu'à 60 ou 70 % pour le PTB-PVDA. 70 %. Comment une telle rétrocession ne détruit pas l'indépendance financière de l'élu garantie par la Constitution? Légalement, c'est habilement présenté comme une contribution volontaire. Mais si l'on relie ça à la situation dans son ensemble, politiquement, c'est le prix du billet d'entrée. S'ils refusent de payer, ils se font jeter dehors. Bien, le parti contrôle les listes électorales. Si un député refuse de verser sa rétrocession, il est rayé de la liste aux prochaines élections. Sa carrière est finie. Fait que l'argent public, qui est censé garantir l'indépendance de l'élu, est méticuleusement recyclé pour financer la machine qu'il contrôle. C'est littéralement une boucle fermée. Puis ça, c'est sans parler des avertissements internationaux. Le Conseil de l'Europe a un organe anticorruption, le GRECO. Ils ont émis des tonnes de recommandations, puis la Belgique les ignore complètement. Le dossier note qu'il y a 16 recommandations du GRECO qui ont été ignorées, ce qui a mené à une procédure de non-conformité, la fameuse règle 32. C'est rare qu'un pays occidental se retrouve là. Puis il y a aussi l'histoire des 11 000 condamnations de l'État non exécutées. Même l'aéroport de Bruxelles préfère payer 20 millions d'euros d'amende plutôt que de respecter les lois. C'est l'impunité totale. Sans oublier le réseau d'ASBL. Le document parle de 156,8 millions d'euros cachés dans des associations satellites. C'est une caisse occulte légale. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie stratégiquement? Avec ces preuves-là en main, on fait quoi? Parce que comme simple citoyen, on ne peut pas juste attaquer une loi directement puis dire au juge de l'annuler. Exact. Fait que c'est là qu'on entre dans le vif du manuel. L'axe 1 de la contre-attaque, c'est la responsabilité civile de l'État. C'est d'attaquer ce qu'on appelle la lacune extrinsèque. OK, la lacune extrinsèque, explique-nous ça. Mais l'article 115 de la loi de 1989 prévoit des sanctions pour les partis qui sont hostiles aux droits de la Convention européenne. Ça, c'est écrit. Mais il n'y a absolument aucune sanction prévue pour les partis qui violent l'article 42 de la Constitution, c'est-à-dire le mandat libre du député. Ah, je vois. Fait que la loi condamne certains comportements, mais elle a étrangement oublié de condamner le fait d'enlever la liberté de vote à un député. Exactement. Et en droit civil, verser 4 milliards d'euros d'argent public sans mettre en place de contrôle pour empêcher cette violence-là, c'est une faute d'omission. On utilise l'article 1382 du Code civil pour poursuivre l'État. Mais comment ça fait bouger les choses concrètement? Poursuivre l'État au civil, ça va juste donner lieu à un procès interminable, non? Le but, c'est pas d'avoir un chèque à la fin. La stratégie, c'est d'utiliser cette poursuite civile pour forcer le juge ordinaire à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Fait qu'on coince le juge ordinaire pour qu'il soit obligé de demander à la Haute Cour de se prononcer publiquement. C'est brillant. Oui, on force la Cour à sortir de son mutisme. Mais pour faire ça, ça prend quelqu'un qui a un intérêt à agir. Un citoyen lambda ne peut pas le faire. C'est vrai, ça prend quelqu'un qui a subi des dommages directs. Fait que qui peut agir dans ce cas-là? Le manuel identifie les profils parfaits.
les élus défectionnaires. Un député qui a été expulsé ou sanctionné parce qu'il a refusé de suivre la ligne du parti. Le dossier donne des exemples documentés en 2024 et 2026, comme les cas de Ndichi, Dupont ou Aïtaloua. Eux, ils ont un préjudice clair et chiffrable. OK, la théorie est solide, mais il y a un méchant problème selon ce que je lis dans le manuel. La Cour constitutionnelle qui va devoir répondre à cette question-là, elle n'est pas vraiment neutre, hein? C'est le gros bémol. La Cour constitutionnelle belge est composée pour moitié de magistrats, mais l'autre moitié, ce sont d'anciens parlementaires. Des anciens politiciens nommés par les partis eux-mêmes. C'est le summum du conflit d'intérêts. On demande à des anciens membres du système de déclarer que leur ancien système est illégal. Et c'est pour ça que la prudence politique y est structurelle. Fait que si la plus haute cour de Belgique est elle-même potentiellement biaisée, quelles sont les alternatives pour contourner ce mur-là? C'est là que le manuel passe à l'axe 2. Le contentieux électoral. On attaque les règles du jeu au lieu d'attaquer le système directement. Ouais, on parle des mécanismes de listes bloquées, des seuils électoraux, de l'accès aux dotations. Et dans ce domaine-là, fait intéressant, la Cour se montre exceptionnellement ouverte. Il y a eu l'arrêt 35 en 2024 qui a prouvé qu'on pouvait gagner sur des questions de règles électorales. C'est bon à savoir, mais le manuel ne s'arrête pas aux frontières de la Belgique. L'axe 3, c'est vraiment l'arme nucléaire de cette stratégie. C'est la Cour européenne des droits de l'homme, la CDH, à Strasbourg. Strasbourg, c'est la menace suprême. Leurs décisions sont contraignantes et ils sont complètement indépendants des partis belges. Et le dossier s'appuie sur des jurisprudences qui préparent le terrain. Genre l'affaire Muget-Mango contre la Belgique en 2020 Exact. et l'arrêt Karachony contre la Hongrie en 2016. Mais la pièce maîtresse, c'est l'arrêt Tomenko contre l'Ukraine en 2025. Ah oui, cet arrêt-là est crucial. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il établit noir sur blanc que la suprématie du parti sur le libre arbitre de l'élu, c'est anticonventionnel. C'est une violation de l'article 3 du protocole numéro 1 de la Convention européenne. Si le parti peut annuler la volonté d'un député, le vote des électeurs ne vaut plus rien. Fait que Strasbourg a dit à l'Ukraine, vous n'avez pas le droit de forcer vos députés à obéir aveuglément. Et le manuel dit, si c'est bon pour l'Ukraine, ça va s'appliquer à la Belgique avec son taux de 99,73 %. Exactement. Mais cela soulève une question importante. On ne peut pas juste prendre un billet de train pour Strasbourg et déposer une plainte. Ah non, il faut faire quoi? L'article 13 de la CEDH oblige les plaignants à avoir épuisé toutes les voies de recours internes dans leur propre pays avant d'aller en Europe. Fait que, attends une minute. Si on sait que la Cour constitutionnelle belge est biaisée et qu'on va probablement perdre nos recours locaux, on le fait exprès. C'est la tactique du feu. On utilise les échecs prévisibles des axes 1 et 2 en Belgique pour littéralement brûler les recours internes. C'est de l'ingénierie légale brillante. Chaque fois qu'un juge belge refuse d'agir à cause de l'excuse du fait sociologique, ça devient une preuve pour Strasbourg que le système belge est défaillant et n'offre aucun recours effectif. C'est ça l'idée. Mais pour alimenter ces méga-procès-là jusqu'en Europe, il faut des documents, des preuves concrètes, ce qui nous amène aux axes 4 et 5, la guérilla administrative. Comment on fait pour percer le coffre-fort de l'opacité gouvernementale? Le Cairn ne publie pas ses mémos secrets. Non, mais on a l'axe 4 qui repose sur la transparence via la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, en vertu de l'article 32 de la Constitution. Et il y a une nouvelle loi qui date du 12 mai 2024, je ne me trompe pas, qui étend ce droit d'accès directement au cabinet ministériel. Fait que théoriquement, on peut demander à voir les communications entre les présidents de partis et les ministres. Théoriquement, oui, mais il y a un piège majeur. La loi a inclus une exception absolue pour tout ce qui relève de la, et je cite, stratégie politique. C'est la carte sortie de prison gratuite, ça. Ils vont juste étamper « stratégie politique » sur chaque document et refuser la demande. C'est frustrant. Sauf que c'est là qu'intervient l'axe 5, la tactique documentaire. Le but, ce n'est pas forcément d'obtenir le document. C'est de construire le dossier précontentieux avec ce qu'on appelle le concept de la preuve par l'opacité. Oh wow! La preuve par l'opacité, j'adore l'idée. Comment on met ça en pratique? Le manuel suggère de multiplier les demandes CADA et d'envoyer des lettres recommandées très précises aux chefs de parti. On leur demande carrément d'expliquer comment ils arrivent à concilier leur discipline de vote stricte avec la Constitution qui garantit le vote libre. Et évidemment, ils ne répondront pas ou ils vont faire des pirouettes linguistiques et chaque lettre sans réponse, chaque refus de la CADA, ça devient en soi une pièce à conviction.
Exactement. C'est une preuve d'intentionnalité. On prouve à Strasbourg qu'ils cachent volontairement leur fonctionnement. C'est redoutable. Et le dossier parle aussi d'importer une idée allemande, je crois. L'organe Streitverfahren, je le prononce sûrement très mal. C'est bien, ça, l'organe Streitverfahren, c'est une idée révolutionnaire en droit constitutionnel allemand qui permet à un organe de l'État, comme un député individuel, de poursuivre un autre organe, comme son propre parti politique, directement devant la plus haute cour. Pour défendre son indépendance sans passer par le civil. Si on réussit à amener ce genre de mécanisme-là en Belgique, ça changerait la donne. Tout à fait. C'est l'objectif à long terme de toute cette stratégie. Fait que pour résumer toute notre analyse, lutter contre la particratie, ce n'est vraiment pas l'affaire d'un seul procès miracle. Le manuel décrit plutôt un contentieux systémique asymétrique. Une belle façon de le dire. C'est une guerre de tranchées, légale. On multiplie les fronts. On attaque au civil, sur le plan électoral, au niveau européen, au niveau administratif. Et on force le système à révéler ses propres contradictions. Même un recours perdu localement devient un précédent historique qui aide à bâtir le dossier pour Strasbourg. C'est la force de cette approche, mais je dois avouer, ça me laisse avec une réflexion un peu plus philosophique qui va bien au-delà de ce dossier juridique. Vas-y, je t'écoute. On l'a vu aujourd'hui, l'appareil judiciaire, les lois de transparence, les mécanismes de financement, toutes ces structures-là sont conçues, votées et maintenues par les partis politiques eux-mêmes. C'est eux qui écrivent les règles du jeu. Ouais. Fait que la vraie question, c'est est-ce que le droit à lui seul peut vraiment démanteler la particratie ou est-ce que cette architecture juridique parfaite qu'on vient de décrire n'attend pas en réalité une révolution culturelle massive de la part des électeurs pour vraiment s'activer? Parce que les lois, ça prend des citoyens pour les exiger. C'est un point de vue super provocateur, mais tellement vrai. Les tribunaux ne peuvent pas sauver une démocratie si les électeurs acceptent passivement l'opacité. C'est à nous tous de continuer à remettre en question les structures de pouvoir qui nous entourent. Et ça clôt bien notre plongée d'aujourd'hui dans les rouages de la particratie. Gardez l'œil ouvert. En politique, mais on tient souvent pour acquis que nos élus vont au Parlement pour représenter le peuple, pour voter selon leur conscience. Ouais, l'idéal démocratique de base, mettons. Exact. Mais dans la pile de rapports juridiques et académiques qu'on épluche aujourd'hui pour notre analyse approfondie, on est donc sur une statistique qui donne carrément des sueurs froides. Ah, tu parles du 99,73 %? Oui, 99,73 %. C'est le taux d'obéissance des politiciens au sein d'un gouvernement récent. On parle de députés qui votent en bloc dictés par des chefs de parti qui, souvent, ont même pas été élus pour diriger le pays. C'est fou quand on y pense. Et le pire, c'est que ça se passe pas dans un régime autoritaire à l'autre bout du monde. C'est la réalité institutionnelle actuelle de la Belgique. Absolument. Et ce qui est fascinant quand on plonge dans ces sources-là, c'est le contraste brutal entre la théorie puis la pratique. Sur papier, la Constitution belge de 1831, c'est un vrai bijou d'idéalisme. Ouais, un texte super avant-gardiste pour l'époque. Vraiment. Mais sur le terrain, on observe une dépossession totale du pouvoir citoyen. Les textes fondateurs ont été vampirisés par une machine politique ultra sophistiquée. Puis c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. L'écart immense entre cette promesse-là puis ce que les chercheurs appellent la particratie. La dictature des partis, en gros. C'est ça. Mais on va surtout voir comment des juristes ont monté un arsenal légal, une véritable ingénierie contentieuse pour faire imploser ce système-là de l'intérieur. Un plan de match juridique assez brillant, on va se le dire. Vraiment, mais avant de plonger là-dedans, je veux mettre quelque chose au clair tout de suite pour les gens qui nous écoutent. Ouais, la fameuse mise en garde. Faut le dire, les documents mentionnent des partis de tout le spectre politique belge. On parle du PTB à gauche, en passant par le PS, Écolo, le MR, jusqu'à la NVA à droite. Tout le monde y passe. C'est ça. Donc, c'est crucial de comprendre qu'ici, on prend aucun parti, zéro. On n'endosse aucune de ces idéologies. Notre job, en tant qu'animatrice et expert, c'est juste de rapporter objectivement les faits, les chiffres puis les stratégies. Surtout que cette particratie-là, elle n'a pas de couleur politique. Le mécanisme de contrôle transcende complètement les clivages gauche-droite. C'est un mode de gouvernance en soi. Bon, commencions par le manuel des règles originales. Si le système est à ce point verrouillé, il doit bien y avoir un garde-fou dans la Constitution de 1831, non? Ben oui, il y en a une énorme. C'est l'article 42. C'est vraiment la pierre angulaire de leur démocratie. Ce texte stipule, noir sur blanc, que les membres du Parlement représentent la nation tout entière. Pas juste leur petite circonscription. Exact.
Puis encore moins leur parti politique. C'est l'interdiction formelle de ce qu'on appelle le mandat impératif. C'est l'idéal de Condorcet, si je me trompe pas. T'as tout à fait raison. L'idée de Condorcet, c'est qu'une fois élu, le parlementaire doit délibérer librement, selon sa propre conscience. Personne ne peut lui dicter comment voter. Mais on s'entend que la réalité, c'est un tout autre monde. Les sources expliquent que l'État est plus du tout dirigé par ses parlementaires libres, mais par une patente qui s'appelle le CERN. Ah, le fameux CERN, c'est le comité ministériel restreint. Comment ça marche concrètement, cette usurpation de pouvoir-là? En gros, c'est là que les vraies décisions se prennent, souvent à huis clos, loin des micros du Parlement. Puis le pire, c'est que ce CERN-là opère sous la tutelle directe des présidents de parti. Qui, eux, ont même pas de statut clair dans la Constitution, c'est ça? C'est ça l'ironie. Les pères fondateurs de la Belgique se méfiaient tellement des factions politiques qu'ils n'ont même pas mentionné les partis dans le texte de 1831. Fait que ce vide juridique a laissé la porte grande ouverte. Exactement. Ça a permis aux présidents de parti de devenir les vrais rois du système, ce qui est une violation flagrante de l'article 33. L'article 33, c'est celui qui dit que tous les pouvoirs émanent de la nation. Oui, sauf qu'aujourd'hui, les pouvoirs émanent du siège social des partis. C'est capoté. Puis, ce qui m'a frappé dans la lecture des rapports, c'est le coût humain de cette mécanique-là. C'est pas juste un débat théorique entre avocats. Non, pantoute, là. Il y a des conséquences super concrètes. Mais-en. Les chercheurs font un lien direct entre cette particratie puis un phénomène qu'ils appellent le non-recours aux droits sociaux. C'est un concept super important. Oui, c'est quand des gens très vulnérables ne demandent pas l'aide à laquelle ils ont droit. Mais il faut que tu m'expliques comment on passe d'un chef de parti tout-puissant à un citoyen qui ne reçoit pas son chèque d'aide sociale. Le lien direct, c'est l'étouffement du débat public. Les auteurs démontrent que la particratie agit comme une variable d'ajustement budgétaire super cynique. OK, comment ça? Bien, quand un système social est trop complexe ou qu'il exclut du monde, normalement, un député devrait se lever en chambre pour dénoncer la situation. Forcer un débat. Exiger des changements. Voilà. Mais dans un système où le député ne peut pas ouvrir la bouche sans la permission de son chef de parti, ces revendications-là deviennent inaudibles. Ah, je vois. Fait que les chefs maintiennent le statu quo budgétaire en s'assurant que ça fasse pas de vagues au Parlement. Exactement. Les voix des exclus remontent jamais au micro. Dans le fond, c'est comme engager un architecte indépendant pour dessiner la maison des rêves, tu sais, pour répondre aux besoins de ta famille. OK, j'aime l'analogie. Mais tu découvres plus tard que cet architecte-là a signé un contrat secret qui l'oblige à utiliser juste les matériaux dictés par un syndicat de l'ombre. Puis ça, peu importe si les poutres sont pourries puis que la maison va s'écrouler sur le monde. Ben, c'est une excellente image. Le député, c'est ton architecte, puis le parti, c'est le syndicat de l'ombre avec ses plans préapprouvés. Ouais, mais là, il y a quelque chose qui me chicote sérieusement. Comment on force des adultes, des politiciens qui ont un mandat populaire, à obéir à ce point-là? Je reviens à mon 99,73% sous le gouvernement fédéral Wilmès II. Oui, c'est un chiffre astronomique. C'est ça. Comment le whip d'un parti obtient ça sur le terrain? Il se tient-tu derrière eux avec un bâton en chambre? Physiquement, non, mais institutionnellement, oui. OK, explique-moi ça. Bien, un taux de 99,73 %, c'est une aberration statistique. Sur des centaines de textes de loi hyper complexes, avoir une telle unanimité, ça prouve qu'un mandat impératif de facto. Fait que c'est codifié à quelque part. Totalement. Les chercheurs ont épluché les statuts internes de plusieurs partis belges, puis c'est écrit noir sur blanc. Mettons, au PS, les groupes parlementaires doivent fournir des rapports annuels de soumission. Des rapports de soumission. Carrément. Avec ce mot-là. Oui, pour prouver qu'ils exécutent les volontés du bureau politique. Au MR, on impose des intergroupes pour forcer la ligne de conduite. Puis pour les autres partis? Chez l'OpenVLD, l'ANVA, Écolo, on parle de charte de fidélité. Avant même que ton nom soit imprimé sur le bulletin de vote, tu signes un engagement à jamais dévier de la ligne. Fait que t'es menotté d'avance. Puis j'imagine que l'argent vient cimenter tout ça. Ah, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les sources détaillent le concept d'aliénation financière via ce qu'ils appellent les rétrocessions. L'exemple du PTB m'a vraiment surpris. Oui, leur cas est particulièrement intense. Ils exigent par statut que leurs élus reversent une majeure partie de leur salaire de parlementaire au parti. On parle de 23,1 % des revenus globaux du parti en 2024 qui viennent de ces flux coercitifs-là. C'est énorme. C'est fou. Le député devient littéralement dépendant de la machine pour payer son épicerie. La dépendance est totale. Mettons qu'un élu décide soudainement de voter selon sa conscience, bien,
il perd pas juste son avenir politique, il subit une perte financière immédiate. OK, ça, c'est pour les règles internes. Mais il me semble qu'il y a des lois qui ont institutionnalisé ça aussi, non? Ouais, puis là, on tombe dans l'absurde. Parlons du Code de la démocratie locale, le CDLD en Wallonie. Ah oui, le fameux pacte de majorité. Quand j'ai lu ça, je suis tombée en bas de ma chaise. C'est l'officialisation pure et simple du mandat impératif. Ce pacte stipule légalement que la signature d'un conseiller communal est considérée nulle. Je dis bien nulle, si elle n'est pas validée par la majorité de son groupe politique. Faut vraiment prendre une seconde pour réaliser ça. On a écrit une loi pour dire que la voix d'un individu élu par le peuple a une valeur légale de 0 s'il n'a pas les timbres de son parti. C'est en contradiction directe avec la Constitution. Justement. Mettons qu'un élu dit « c'est assez, je me rebelle ». La Constitution ne le protège pas. Il n'y a pas l'article 58, tu sais, l'immunité parlementaire pour la liberté d'expression. Mais c'est là que le piège se referme. L'article 58, ça te protège contre la justice pénale ou le gouvernement. Fait que si tu dis de quoi de controversé, l'État peut pas t'emprisonner. Exact. Mais cette immunité-là, c'est un bouclier de papier face à la justice interne de ton propre parti. La Constitution ne te protège pas contre les représailles privées. Donc le parti peut agir en bourreau sans que la justice s'en mêle. C'est en plein ça. Les rapports donnent des exemples impitoyables. Prends Jean-Marie Dédécart, qui a été expulsé du VLD juste pour avoir exprimé des opinions divergentes. Ou le cas de Else Amp, qui est aussi mentionné. Ouais, son conflit avec son parti était tellement intense qu'elle a dû forcer l'intervention des tribunaux civils. Quand un élu est banni puis devient indépendant, c'est la mort civile au Parlement. La mort civile. On te coupe tes budgets, tu perds tes collaborateurs, ton temps de parole tombe à quelques secondes, on t'éjecte des commissions, tu deviens un fantôme. Le message est très clair. Obéis ou meurs politiquement. Et pour maintenir ce niveau de coercition-là à l'échelle nationale, il faut avoir les poches extrêmement profondes. C'est là qu'on entre dans le capitalisme politique. Les chiffres dans le rapport donnent le vertige. Accroche-toi bien. Les partis belges s'accaparent environ 75 millions d'euros de dotations publiques par année. 75 millions! D'argent public. Historiquement, dans les années 80, l'idée, c'était de prévenir la corruption puis d'éviter que les partis dépendent du privé. L'intention était bonne, tu sais. Mais c'est devenu un monstre. Fin 2022, les partis cumulaient 162 millions d'euros d'actifs nets. Wow! Et sur ça, 26 % sont investis dans l'immobilier. Attends un peu. 162 millions d'euros pour des partis dans un pays de 11 millions d'habitants. Mais qu'est-ce qu'ils font avec un magot pareil? Ils achètent des immeubles, ils payent des armées d'attachés de presse, ils bombardent les réseaux sociaux de pubs ciblés. Fait que ça fausse complètement la game électorale. Totalement. Imagine un groupe de citoyens ou un nouveau parti indépendant qui essaye de percer. Ils font face à des cartels financiers qui les écrasent avec leur budget. Mais qui contrôle ça? Avec 75 millions par année, il doit bien y avoir un auditeur externe ou une commission indépendante. Prépare-toi. Le comble absolu du système, c'est que la commission qui contrôle ce financement-là est composée par les parlementaires eux-mêmes. Mais voyons donc, c'est littéralement le loup qui garde la bergerie, qui mange les moutons puis qui encaisse la prime d'assurance en même temps. C'est ça. D'ailleurs, le Gréco, l'organe anticorruption de l'Europe, puis la Commission de Venise ont dénoncé ça super durement. Mais j'imagine que si un journaliste ou un citoyen essaie de dénoncer ces dérives-là, le cartel se laisse pas faire. Non, ils utilisent leurs millions pour déclencher des procédures bâillons. Les fameux slaps. Des procès pour épuiser les gens. Exact. Des procès longs, ruineux. Les rapports citent des gros scandales politico-financiers, comme l'affaire Publifin-Netis ou le Kazakh Gate, où ces tactiques ont servi à faire taire les lanceurs d'alerte. OK, là, je sais ce que les gens se disent en nous écoutant. Si le système est cadenassé de l'intérieur, financé par des millions publics, puis que les législateurs sont les bénéficiaires, c'est un cul-de-sac. Ça ressemble à David contre Goliath, oui. Sauf que là, Goliath est juge et bourreau. Fait que, est-ce que le plan de bataille des juristes dont on parlait au début est vraiment réaliste? L'ingéniosité de ce plan-là, c'est justement de ne pas attendre que le Parlement se reforme lui-même. C'est de l'attaquer par l'extérieur. Comment ils font ça? En utilisant la justice civile puis administrative, ça commence par une action en responsabilité civile contre l'État législateur pour ce qu'on appelle l'incompétence négative. OK, je veux qu'on s'arrête là-dessus. L'incompétence négative,
C'est central. Si je comprends bien, on poursuit pas l'État parce qu'il a fait une mauvaise loi, mais parce qu'il en a pas fait. C'est exactement ça. Fait que c'est comme un sauveteur sur une plage qui regarde quelqu'un se noyer sans bouger, puis on le poursuit pour son inaction. Belle métaphore. Les juristes accusent l'État belge de négligence fautive parce qu'il refuse obstinément de faire une loi pour protéger la liberté de vote contre la coercition des partis. Une omission qui cause un dommage direct à la démocratie. Voilà. Puis en parallèle, le plan, c'est de poursuivre les partis politiques directement. Mais c'est possible, ça? Me semble qu'on disait que les partis étaient intouchables en Belgique parce qu'ils n'avaient pas de statut légal clair. C'était juste des associations de fait, comme un club de macramé, non? C'était le cas jusqu'à une percée majeure en 2021. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt révolutionnaire qui accorde une personnalité juridique atténuée aux partis. OK, ça change tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un élu qui subit du chantage de son parti peut le traîner devant un juge civil pour abus de droit. Le parti est plus un spectre intouchable. Très fort. Donc, on attaque le portefeuille aux civils. Mais les rapports parlent aussi d'une espèce de guérille légale avec des articles précis, l'article 32 puis l'article 159 de la Constitution. Ça, c'est de l'ingénierie procédurale brillante. Avec l'article 32, qui garantit l'accès aux documents administratifs, tu inondes le système de requête. Pour forcer la divulgation de quoi, mettons? Des courriels, des correspondances secrètes entre le cairn, les chefs de parti, puis l'administration. Tu mets la lumière sur les ordres en coulisses. Et pour l'article 159? C'est l'exception d'illégalité. Ça permet d'avoir une stratégie hyper décentralisée. C'est-à-dire? Un petit juge de quartier peut bloquer la machine fédérale. Oui! Concrètement, ça oblige tout juge à refuser d'appliquer un règlement local s'il juge que ce texte-là a été dicté par la dictature partisane au mépris de l'article 42. Wow! Fait que c'est une façon de paralyser la machine dossier par dossier? Exact. Faut avouer que c'est habile. Mais le joyau de la couronne dans ces sources-là, ce qui m'a vraiment fait sourire, c'est la faille de l'article 15 ter. Ah oui, le coup de maître. Pour moi, c'est du véritable judo juridique. C'est comme utiliser le règlement antidopage d'un tournoi, non pas contre un joueur, mais pour disqualifier l'arbitre lui-même qui a truqué la game avec ses propres règles. La comparaison est super juste. Historiquement, l'article 15 ter servait à couper les subventions aux partis hostiles à la Convention européenne des droits de l'homme. Ça visait surtout l'extrême droite, tu sais. Exactement. Mais la manœuvre des juristes ici, c'est de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle en inversant la logique. Ils veulent demander s'il n'est pas discriminatoire de ne pas couper les vivres aux partis classiques. C'est le nœud de l'affaire. L'argument est redoutable. Si la loi exige de punir un parti qui bafoue les droits humains à l'extérieur, pourquoi l'État continue de financer, avec des millions, des partis qui, à l'interne, détruisent la liberté de vote de leurs élus? En violant l'article 42. Voilà. On prend l'arme financière du système, puis on la retourne contre lui. C'est brillant sur papier, mais mettons que je me fais l'avocat du diable de second. Vas-y. Le milieu de la haute justice belge, on s'entend qu'il côtoie le pouvoir politique de près ou de loin. Il n'y a pas un gros risque de conservatisme institutionnel. Les juges pourraient juste lever les mains en l'air puis dire écoutez, c'est de la tambouille politique, on s'en mêle pas au nom de la séparation des pouvoirs. Les auteurs du plan sont pas naïfs. L'enlisement devant les tribunaux belges, c'est un risque majeur, puis c'est anticipé. OK, fait qu'il y a un plan B. Un plan B très costaud. Tout ce cheminement légal est pensé avec une arme suprême à la fin. Le filet de sécurité européen. La Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. Oui. Si la justice belge défile, l'action bascule à l'international. Mais sur quelle base juridique ils peuvent forcer un pays entier à changer le fonctionnement de ses partis politiques? D'abord, ils utilisent l'article 13 de la Convention européenne, le droit à un recours effectif. Mais surtout, ils ont des précédents jurisprudentiels qui font déjà trembler la Belgique. Ah, l'arrêt Mukje-Mangango de 2020. J'ai vu passer ça dans les textes. C'est l'histoire de la validation des élections, non? Exact. La CEDH a lourdement condamné la Belgique parce que, là-bas, ce sont les parlementaires eux-mêmes qui valident l'élection de leur père. Encore une fois, juge est parti. Totalement. La Cour a dit qu'un système d'auto-jugement se viole le droit des élections libres. Les juristes veulent transposer cette logique-là à la Commission de contrôle financier des partis. C'est un argument béton. Puis dans les documents, il y a aussi l'arrêt Tomenko de 2025. Ça m'a frappé parce que c'est le clou final dans le cercueil de l'immunité des partis, me semble. L'arrêt Tomenko, c'est la bombe à fragmentation du dossier. Pourquoi que bail? Parce que la Cour européenne affirme, sans aucune ambiguïté,
que la suprématie d'un parti sur le libre arbitre d'un élu, c'est radicalement antidémocratique. Fait que destituer ou affamer un député parce qu'il ne suit pas la ligne de parti, C'est illégal au regard du droit international. Ça viole les fondements de la démocratie. donc, au bout de la ligne, le but de cette guérilla-là, c'est pas juste de faire gagner un député frustré d'avoir perdu sa place en commission. Non, l'objectif est beaucoup plus grand. L'objectif ultime, c'est de provoquer une onde de choc pour forcer l'État belge à accoucher d'une loi organique des partis politiques. Comme ce qui se fait en Allemagne ou en Espagne. Ou au Mexique, oui. Ces pays-là ont des lois strictes qui forcent la transparence financière puis de la démocratie interne. Si tu respectes pas la liberté de tes membres, tu perds ton argent public. C'est quand même capoté comme parcours. Quand on prend un peu de recul, on est parti d'une des constitutions les plus avant-gardistes en 1831 avec des élus libres. Ouais, l'idéal absolu. Puis on a vu comment ce pouvoir a été confisqué par une poignée de présidents de partis assis sur un magot de 162 millions d'euros, capable d'imposer 99,73 % d'obéissance. C'est une vraie dérive. Mais face à ce mur, des juristes ont dessiné une carte au trésor légal, de l'incompétence négative jusqu'à la Cour européenne, pour redonner le pouvoir au Parlement. Ça nous rappelle vraiment que le droit, c'est pas juste des vieux papiers poussiéreux. C'est un levier de résistance concret quand les institutions dérapent. Mais toute cette analyse-là soulève une dernière réflexion un peu provocatrice pour quiconque nous écoute jusqu'à la fin. Je suis curieux, vas-y. La Belgique est déjà mondialement connue pour ses crises institutionnelles qui finissent plus. Ils ont des records du monde de jours sans gouvernement pour former des coalitions. C'est vrai que c'est toujours hyper complexe. Alors, si ce plan-là triomphe, puis que demain matin, chaque élu retrouve 100% de sa liberté de vote sans aucune discipline de parti, est-ce que cette démocratie purifiée va devenir le modèle rêvé de 1831 ou ça va juste devenir le chaos total puis un pays complètement ingouvernable? Ah, ça, c'est la question à $1 million. Sur cette réflexion-là, on vous invite à continuer de gratter sous la surface des institutions et à jamais prendre un texte constitutionnel pour de l'argent comptant. Merci d'avoir exploré tout ça avec nous aujourd'hui et à la prochaine. Imaginons un instant un paradoxe politique assez fascinant. On prend un pays démocratique bien établi, disons la Belgique, mettons. Oui, un très bon exemple. Fait que sa constitution, qui a été rédigée en 1831, c'est une véritable œuvre fondatrice du libéralisme politique en Europe. Mais il y a un hic monumental dans cette histoire-là. Ah, le fameux angle mort du texte de loi. Exactement. Ce texte fondamental-là, il ignore complètement, du premier au dernier article, l'existence même des partis politiques. Le mot n'y figure juste pas. Pantoute, c'est comme s'il n'existait pas sur papier. Pourtant, quand on observe la réalité d'aujourd'hui, ces mêmes partis contrôlent absolument tout l'appareil d'État. Pour faire une image, c'est un peu comme si un vieux système d'exploitation informatique, le code source de la Constitution, avait été totalement piraté par des applications tierces. J'aime beaucoup l'analogie. Des applications qui opèrent dans l'ombre et qui finissent par dicter absolument toutes les fonctions de la machine. C'est en plein ça. Et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Mais avant de plonger, je veux juste préciser pour les gens qui nous écoutent. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est pas de juger si ce système-là est moralement bon ou mauvais. Non, pas du tout. On ne prend pas position pour la gauche ou la droite ici. Voilà. On se base strictement sur des rapports d'expertise juridique. On observe la situation à travers la loupe du droit pour comprendre les failles de ce qu'on appelle la particratie. Et surtout, on veut explorer les leviers exacts, l'ingénierie juridique que certains experts veulent utiliser en cours pour contester cette dynamique-là. Parce que c'est bien beau de dire que les partis ont trop de pouvoir, mais comment on les attaque en justice? Fait que, par où on commence? J'imagine qu'il faut regarder la fondation même qui est bafouée. Exact. Tout part de la base de la démocratie représentative. En Belgique, ça se trouve à l'article 42 de la Constitution. C'est l'article qui dit « Les membres des deux chambres représentent la nation ». Ça sonne comme une belle phrase symbolique, non? Ça a l'air purement symbolique, ouais, mais en droit constitutionnel, c'est un mur de briques. Cette simple petite phrase-là, elle signifie l'interdiction formelle du mandat impératif. OK. Et le mandat impératif, c'est quoi exactement dans ce contexte-là? Dans le fond, c'est l'héritage direct des Lumières. Ça veut dire qu'une fois élu, le député n'appartient plus à ses électeurs de sa circonscription et encore moins à son parti politique. Ah, OK. Il est supposé être totalement indépendant. Absolument. Il doit voter selon sa propre conscience pour l'intérêt général de la nation. Personne ne peut lui dicter comment peser sur le bouton de vote. Sauf que, et c'est là que les sources deviennent croustillantes,
Dans la réalité, on observe une dynamique qui est complètement à l'inverse. Les statistiques sur la discipline de vote, ça donne le vertige. Ouais, les chiffres sont assez incroyables. Si on regarde des gouvernements récents, comme le gouvernement fédéral belge Wilmès II, le taux de discipline de vote atteint, tenez-vous bien, 99,73 99,73 du temps, tous les députés d'un même parti votent la même affaire, sur des centaines de lois super complexes. Mais comment c'est possible d'arriver à une unanimité mathématique de même? Je veux dire, c'est impossible de réunir des dizaines d'humains et qu'ils soient d'accord sur chaque virgule d'un budget, à moins qu'il y ait une forme de coercition. C'est statistiquement impossible, en effet. Et c'est là qu'on identifie les acteurs responsables de ce piratage institutionnel-là. Les vrais décideurs, c'est plus les parlements. C'est qui d'abord? Ce sont les présidences des partis politiques et une entité très spécifique qu'on appelle le CARN. Le CARN, c'est le comité ministériel restreint, c'est ça? Exactement. Le CARN, c'est un petit groupe de ministres de haut niveau. Mais le truc, c'est qu'ils agissent sous la tutelle directe des présidents de partis. Des présidents qui, souvent, n'ont même pas de mandat public formel. Attends, ils sont même pas élus au gouvernement et tirent les ficelles. Ben oui, ils négocient les lois à huis clos. Et ça, c'est une usurpation directe de l'article 33 de la Constitution qui dit que tous les pouvoirs émanent de la nation. Fait que les décisions descendent du sommet du parti et sont imposées aux parlementaires. D'ailleurs, dans les documents, on voit que ça va jusqu'à être écrit noir sur blanc. Ah oui, au niveau local, c'est flagrant. En Wallonie, il y a le fameux pacte de majorité. La loi dit littéralement que la signature d'un élu est nulle si la majorité de son propre groupe politique ne l'approuve pas. C'est carrément légaliser la coercition. C'est l'institutionnalisation du mandat impératif au vu et au su de tous. Mais là, je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. L'article 58 de la Constitution garantit l'immunité parlementaire. Les élus sont censés être intouchables pour leur vote. Comment les partis font pour les punir sans briser cette loi-là? C'est une super bonne question. La subtilité, elle est dans le type de justice. L'article 58 protège l'élu contre l'État. Fait qu'ils n'iront pas en prison pour un vote. Exactement. La police ne viendra pas les arrêter. Mais cette immunité-là, elle vaut rien contre la justice interne des partis politiques. Ah, la discipline partie. Voilà. Les partis, ils ont leur propre statut, leur commission de discipline. Si un élu vote selon sa conscience, mais contre la ligne du parti, on ne le traîne pas en cour pénale. On le détruit politiquement. Concrètement, c'est quoi l'arsenal de punition? C'est redoutable. On peut lui retirer ses assistants parlementaires du jour au lendemain. On peut couper son temps de parole, le virer des commissions importantes. Ouch. Et l'arme fatale, on l'exclut des listes pour la prochaine élection. Sans la machine du parti, la carrière du député est terminée. Fait que c'est une coercition matérielle et psychologique. Et en parlant de matériel, l'aspect financier de cette particratie-là, c'est hallucinant. Les sources parlent d'un véritable capitalisme politique. Oui, les chiffres de l'analyse juridique transforment complètement la vision qu'on a de l'engagement politique. On parle d'environ 75 millions d'euros par année en dotation publique pour les partis belges, l'argent des contribuables. Et le plus troublant, c'est ce qu'ils font avec ce pacte-là. Fin 2022, les partis avaient des actifs nets de 162 millions d'euros. 162 millions? Oui, et 26 de ça, c'est investi dans l'immobilier. Ces groupes-là, qui devraient utiliser l'argent pour animer la démocratie, c'est rendu des machines à accumuler du capital. C'est un peu comme si la population payait des impôts pour une bibliothèque publique, mais les bibliothécaires utilisent l'argent pour s'acheter des condos privés, puis en plus, ils interdisent aux gens de choisir leurs livres. C'est une excellente métaphore. Et le pire, c'est l'aliénation financière envers les élus eux-mêmes. L'exemple du parti PTB est frappant. Oui, le Parti du travail de Belgique. Les documents montrent que 23,1 % de leurs revenus viennent des rétrocessions. Exact. Ça veut dire que les élus de ce parti-là doivent reverser une grosse partie de leur salaire de député directement au parti. Fait que le député est financièrement otage de son propre état-major. Complètement. Sa survie économique dépend de son obéissance. Et l'impact de tout ça, ça frappe directement le vote du citoyen. Parce que le citoyen pense élire quelqu'un de libre, mais il élit juste un robot contrôlé à distance. C'est ça. Et ça crée un effet pervers qu'on appelle le policy feedback. C'est documenté dans nos sources. Comment ça marche, le policy feedback? Comme la discipline étouffe les vrais débats, les revendications sociales de la population se rendent jamais vraiment à l'hémicycle. Tout est bloqué d'avance. Fait que les gens se découragent. Exactement. Le citoyen voit que c'est verrouillé, fait qu'il arrête de réclamer ses droits. C'est le phénomène du non-recours.
Et le comble du cynisme, c'est que ce silence-là fait faire des économies à l'État. Moins de gens demandent d'aide, moins ça coûte cher. Ouais, la discipline à 99,73 ça permet de passer des budgets d'austérité sans affronter la grogne au Parlement. C'est un cercle vicieux assez intense. Mais encore une fois, si j'essaie de comprendre l'autre côté, les partis vont sûrement dire que s'ils n'imposent pas de discipline, un gouvernement de coalition survivrait jamais. Ce serait le chaos total. C'est l'argument sociologique classique. Et c'est vrai qu'il faut une certaine stabilité. Sauf qu'en droit, tout est une question de proportionnalité. Fait qu'un peu de discipline, c'est correct, mais pas à ce point-là. Voilà. Donner une recommandation de vote, c'est une chose. Mais quand on atteint 99,73 avec des menaces de fin de carrière, c'est plus du compromis politique. C'est l'anéantissement du libre arbitre exigé par la Constitution. Bon, alors si la situation est si bloquée, par où on attaque? Comment les juristes comptent utiliser les tribunaux belges pour casser ce monopole-là? Le premier gros défi au tribunal, c'est ce qu'on appelle l'intérêt à agir, le locus standi. C'est-à-dire qu'il faut prouver qu'on a subi un dommage personnel direct. C'est en plein ça. Un citoyen ordinaire peut pas juste débarquer en cour civile puis dire votre système est pas démocratique. Le juge va rejeter la cause. Fait que moi, comme électeur frustré, j'ai pas un bon dossier. Non. Mais les stratèges ont ciblé les bons plaignants, les élus qui ont été personnellement exclus par leur parti. Des gens comme Elsa Mpé ou Jean-Marie Dedecker. Ah, parce que eux, ils ont perdu leur job, leur revenu, ils ont un vrai dommage chiffrable. Exact. Ou encore les lanceurs d'alerte, comme dans le scandale Publifait. Ils s'inspirent de l'affaire Climat, la Climatzac, pour surmonter l'obstacle du locus standi. Et une fois qu'ils ont le bon plaignant, c'est quoi le levier? On parle du livre 6 du Code civil sur la responsabilité civile. Ils veulent poursuivre l'État pour incompétence négative. C'est quoi ça? C'est brillant. L'incompétence négative, c'est quand l'État fait une faute en omettant de légiférer. La Constitution exige un mandat libre, mais l'État ne fait rien pour empêcher les partis d'utiliser la coercition. Fait qu'on poursuit l'État pour son inaction. Et on poursuit les partis aussi? Oui, directement. Avant, les partis se cachaient derrière le statut d'association de fait, mais depuis une jurisprudence de 2021, on reconnaît qu'ils ont une personnalité juridique atténuée. Fait qu'ils peuvent être poursuivis au civil. Wow, OK. Et il y a aussi un levier constitutionnel avec l'article 15 ter de la loi de 1989. C'est mon argument préféré. Cet article-là permet de couper le financement public d'un parti s'il viole les droits humains de la Convention européenne. OK, fait que la loi prévoit déjà de fermer le robinet d'argent. Oui, mais l'article dit rien sur les violations de la Constitution belge, genre l'article 42 sur le mandat libre. Fait que c'est une faille. Énorme! L'argument, c'est de dire à la Cour, hey, pourquoi on punirait financièrement un parti pour certains abus, mais pas quand il détruit la démocratie interne? C'est de la discrimination pure selon les articles 10 et 11. Tu es super bien monté. Et dans les sources, il parle aussi de harcèlement administratif via l'article 32. Oui, le but, c'est d'inonder le cœur de demande d'accès à l'information pour prouver la coercition par écrit. Puis il y a l'exception d'illégalité, l'article 159. C'est un peu comme la carte sortez de prison au Monopoly, non? Un peu, oui. Ça permet de demander au juge de juste pas appliquer un règlement interne s'il repose sur une dictée anticonstitutionnelle du parti. C'est un arsenal assez complet, mais soyons réalistes 2 minutes. Puisque le système politique s'autocontrôle, est-ce que les juges vont pas juste s'en laver les mains, invoquer la séparation des pouvoirs et dire « c'est de la politique, on s'en mêle pas ». C'est le risque principal. C'est ce qu'on appelle le réflexe conservateur de la justice belge. Et c'est pour ça que la stratégie finale, c'est l'internationalisation du conflit. On sort de la Belgique et on s'en va à Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, la CDH. Voilà. Si la Belgique refuse de juger, on invoque l'article 13 de la Convention européenne, le droit à un recours effectif, et l'article 3 du protocole 1 sur les élections libres. Et la CDH a déjà prouvé qu'elle n'hésite pas à frapper fort. On a le précédent de l'affaire Gemango en 2020. Oh oui, une condamnation sévère. La CDH a dit que confier le jugement des fraudes électorales aux élus eux-mêmes, c'est violer l'impartialité. On ne peut pas être juge et parti. Fait qu'ils veulent utiliser ce même principe-là pour les financements des partis politiques. Parce qu'en ce moment, ce sont les partis qui se disent eux-mêmes. Exactement. Et on ajoute à ça la jurisprudence Tomonko de 2025 en Ukraine. La Cour a statué qu'un parti qui punit un élu pour une dissidence idéologique, ça viole la substance même de la démocratie. Fait que si je résume bien la pensée des experts, le but de toutes ces poursuites-là, c'est pas de gagner un petit dédommagement. C'est un vrai cheval de Troie juridique.
Absolument. On veut provoquer un choc frontal depuis l'Europe pour forcer l'État belge à écrire la loi qui manque depuis 1831. C'est l'objectif final, forcer l'adoption d'une loi organique des partis politiques, comme l'article 21 en Allemagne ou l'article 6 en Espagne, qui oblige les partis à avoir une démocratie interne transparente. C'est quand même fou le cheminement qu'on vient de faire. On part d'une constitution muette, on arrive à un capitalisme politique hégémonique qui étouffe le libre arbitre à 99,73 %. Oui, le pouvoir citoyen semble court-circuité. Mais on voit qu'il y a des leviers concrets pour reprendre le contrôle. Ça nous amène d'ailleurs à une dernière réflexion un peu provocatrice pour les gens qui nous écoutent. Je t'écoute. On voit que les partis d'aujourd'hui exigent déjà une discipline mathématique. Avec des contrats de fidélité, le mandat libre n'existe plus vraiment et l'élu est juste une courroie de transmission. C'est déjà une machine. Fait que qu'est-ce qui va se passer quand l'intelligence artificielle va rentrer massivement dans les états-majors des partis? Si l'élu n'a déjà plus le droit de penser par lui-même, est-ce que le représentant de demain va juste devenir une enveloppe biologique, payée pour peser sur un bouton dicté par l'algorithme du parti? C'est une vision dystopique, mais tellement pertinent. Ça montre vraiment l'urgence de protéger juridiquement la conscience humaine au sein de nos parlements. C'est là-dessus qu'on va laisser notre auditoire méditer aujourd'hui. Bienvenue à The Debate. Imaginez la scène, là. Vous êtes engagé par une grande entreprise. D'accord. Mais le jour où vous signez votre contrat, on vous informe que vous êtes dorénavant obligé de reverser 60 à 70 % de votre salaire à un syndicat secret, Ah ouais, carrément. sous peine d'être envoyé sur le champ et de voir toute votre carrière détruite. Dans le secteur privé, on s'entend que n'importe quel juge civil qualifierait ça d'extorsion pure et simple. C'est clair. Et pourtant, en politique belge, c'est ce qu'on appelle de manière très polie la discipline de parti. Exactement. Aujourd'hui, on s'adresse particulièrement aux étudiants en droit constitutionnel qui nous écoutent. On plonge au cœur d'un enjeu qui s'inscrit dans une réflexion critique de niveau universitaire, tirée de notre matériel de référence sur la Constitution belge. Un sujet qui, dans le fond, concerne n'importe quel citoyen qui se demande à quoi sert vraiment son vote. C'est en plein ça. On va décortiquer la tension existentielle entre la théorie et la réalité du pouvoir. D'un côté, on a l'article 42 de la Constitution qui garantit le mandat libre des élus. Un texte limpide, en théorie. Et de l'autre, on a la particratie, un système politique dominé par les chefs de parti qui impose une discipline de vote évaluée à 99,7 %. C'est un chiffre qui donne le vertige quand on y pense, là. Totalement. Alors, la question centrale de notre débat aujourd'hui, c'est de savoir si les recours juridiques au civil, au constitutionnel ou à l'européen constituent une voie viable pour démanteler cette hégémonie. Est-ce qu'on peut restaurer le mandat libre? C'est complètement illusoire. C'est vraiment ça le cœur du problème. Exact. De mon côté, comme avocat constitutionnaliste, je soutiens que l'ingénierie juridique moderne offre un arsenal redoutable pour contrer ces pratiques. On a maintenant les dents si longues. Et moi, en tant que politologue, je soutiens que la structure même du système particratique neutralise l'efficacité de ces recours. Le droit s'arrête là où la survie de l'appareil de parti commence. Écoutez, je veux bien, mais pendant très longtemps, on a accepté ce dogme-là. On se disait qu'il y avait un fossé infranchissable entre le droit et le fameux fait sociologique. Ce qui était vrai, historiquement. Oui, mais cette immunité est en train de s'effondrer. Prenons la lettre de 2021 de la Cour constitutionnelle. Avant, les partis se cachaient derrière le statut d'association de fait. Pas de personnalité juridique, donc intouchable. Voilà. Sauf que la Cour a dit non. Vous êtes organisé. Vous avez une personnalité juridique atténuée. C'est une faille sismique. Ça ouvre enfin la porte à des poursuites directes selon le livre 6 du Code civil. La responsabilité civile de base, au fond? Absolument. Tu commets une faute, tu répares. Et des preuves matérielles, on en a des tonnes. On a des statuts internes coercitifs, on a des millions d'euros en jeu. Ce n'est plus juste de la politique, c'est de la fraude constitutionnelle matérialisée. C'est une construction intellectuelle super intéressante, vraiment. Mais ça se heurte de plein fouet au principe de réalité. Je reconnais d'emblée l'anomalie constitutionnelle, hein? Difficile de la nier. L'article 42 est bafoué tous les jours, c'est un secret de polichinelle, mais vous sous-estimez à quel point la particratie belge est un système monolithique. Un monolithe peut se fissurer. Oui, mais ce n'est pas une simple pratique déviante, c'est l'essence même de l'État. L'État a écrit ses lois pour se protéger.
Le vrai pouvoir n'est pas au Parlement, il est au Cairn, le comité ministériel restreint. Souvent téléguidé par les présidents de parti, je vous l'accorde. Exactement. Et l'absence de loi organique sur les partis n'est pas un oubli. En Allemagne, ils ont une loi stricte. En Belgique, c'est un vide délibéré pour protéger cette oligarchie. Mais la magistrature peut intervenir. Vous attendez d'une cour constitutionnelle composée à moitié d'anciens politiciens nommés par ces mêmes partis qu'elle s'immisce dans la stratégie politique, qu'elle détruise le système qui la nourrit? Je comprends pourquoi vous pensez cela, mais permettez-moi de vous offrir une perspective différente sur la contrainte procédurale. On n'a pas besoin de la volonté des juges. Ah, bon. Comment on fait alors? On force la main de la magistrature par la mécanique de la question préjudicielle. Prenons la responsabilité civile de l'État. Depuis l'arrêt Flandria de 2006, l'État peut commettre une faute dans sa fonction de législateur. Oui, l'immunité absolue est tombée en théorie. Et en pratique aussi. Regardons la loi de 1989 sur le financement des partis. L'article 15 ter coupe les vivres aux partis qui violent la Convention européenne des droits de l'homme. Ce qui est une bonne chose. Bien sûr. Mais le législateur omet totalement de sanctionner un parti qui impose un mandat impératif. C'est ce qu'on appelle une lacune extrinsèque, une omission fautive. Je vois où vous voulez en venir. Si on attaque l'État pour cette discrimination, le juge civil de première instance n'a pas le choix. Face à un argument sérieux, il a l'obligation stricte de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Il est forcé de se prononcer. J'aborde la question d'une autre manière. La fabrique du non-recours. Votre raisonnement préjudiciel est implacable sur papier, oui, mais il fait complètement l'impasse sur le locus standi, l'intérêt à agir. Vous parlez des citoyens ou des élus, là? Les deux. En droit belge, l'actio popularis est interdite. Un citoyen ne peut pas juste attaquer l'État parce qu'il trouve le système antidémocratique. Il faut prouver un préjudice direct. Les ONG essaient. Et leurs requêtes sont balayées sur la recevabilité. Qui reste-t-il? Les élus dissidents. Exact. Et on a des cas documentés. On a les élus du PTB, oui, qui ont dénoncé le harcèlement interne. Théoriquement, eux, ils ont le locus standi, mais dans la vraie vie, ces gens-là sont broyés par la machine. C'est un combat de David contre Goliath, c'est sûr. Engager une procédure civile asymétrique qui va coûter une fortune contre un parti qui a des millions, c'est un suicide professionnel. Le système produit lui-même le découragement. Je suis d'accord sur la difficulté psychologique et financière, mais c'est précisément là que les preuves matérielles changent la donne. La coercition est maintenant codifiée noir sur blanc. C'est vrai que c'est moins discret qu'avant. Le Parti socialiste exige un rapport d'exécution des votes. Le MR a carrément un conseil d'arbitrage interne pour sanctionner la dissidence. Et parlons d'argent. Le PTB impose une rétrocession de 70 % des indemnités. C'est ahurissant de voir ça dans une démocratie. Complètement. La Constitution garantit cette indemnité pour l'indépendance de l'élu. Face à de telles clauses léonines, le juge civil avec la personnalité juridique atténuée peut casser ça en invoquant la contrainte morale illicite. Je suis désolée, mais je n'y crois pas du tout. Laissez-moi vous dire pourquoi. Le droit civil ne peut rien quand l'architecture étatique elle-même légalise cette contrainte. Comment ça, légalise? On viole la Constitution. Regardons la loi pure et dure au niveau local. Le Code de la démocratie locale wallon, le CDLD. L'article L1123 sur le pacte de majorité. C'est une loi votée. Oui, qui encadre les collèges communaux. Ce texte prévoit qu'un élu ne peut pas s'allier librement. La loi frappe de nullité absolue la signature d'un conseiller sur un pacte si la majorité de son groupe politique ne l'a pas signé. Attendez pour nos auditeurs. La loi dit que la signature de l'élu n'a aucune valeur juridique sans l'accord du parti. C'est mécanique. C'est l'institutionnalisation décomplexée du mandat impératif. Le juge va juste appliquer la loi wallonne. Comment plaider une faute civile quand c'est dicté par un décret régional? Sauf que le décret régional n'est pas au sommet de la pyramide. Je ne suis pas convaincu par ce raisonnement de blocage interne, car on a l'arme supranationale, la Cour européenne des droits de l'homme. La fameuse CEDH? Oui, l'Ordre public démocratique européen, l'article 3 du protocole numéro 1. Strasbourg est une charge explosive sous votre décret wallon. Prenez l'affaire Mugemangango en 2020. L'auto-jugement du Parlement wallon? Exact. La CEDH a lourdement condamné la Belgique parce que le Parlement jugeait ses propres élections. Et regardez l'arrêt Tom & Co de 2005. Sur la destitution pour dissidence. Voilà.
La Cour a statué que destituer un élu parce qu'il vote contre la ligne du parti viole la substance même de la démocratie. Face à ça, le pacte de majorité wallon ne tiendra pas 2 minutes. C'est un argument convaincant, mais avez-vous considéré la temporalité et l'exécution? Saisir Strasbourg, c'est une guerre d'usure monumentale. C'est la règle de subsidiarité, il faut épuiser les voies de recours internes, oui. Et ça prend quoi, 7 à 10 ans? En termes politiques, cet élu dissident est mort et enterré depuis très longtemps. Ses fonds sont épuisés. Mais faisons de la politique fiction. Mettons qu'il gagne. L'État serait contraint de s'aligner. Vraiment? Parlons de la force exécutoire. L'État belge a ignoré plus de 11 000 condamnations sur l'asile. Il préfère payer 20 millions d'astreintes par an pour l'aéroport plutôt que d'exécuter le jugement. C'est un problème systémique d'exécution, je le concède. Pensez-vous qu'un arrêt de la CDH va magiquement convaincre le Cairn de renoncer à son pouvoir? Ils vont faire des commissions interminables et le système restera intact. C'est cynique, mais je vous entends. Sauf qu'on n'est pas obligé d'attendre 10 ans. Il y a la transparence administrative. C'est du harcèlement bureaucratique, mais c'est tactique. La bureaucratie pour sauver la démocratie? C'est très concret, vous savez. La nouvelle loi de mai 2024 a étendu l'accès aux documents administratifs, la CADA, pour inclure les cabinets ministériels, là où les injonctions se passent. Vous voulez demander les courriels des présidents de parti? Exactement. On multiplie les requêtes pour exiger les correspondances. Soit on obtient les preuves, soit, et c'est probable, on se fait opposer un refus. Et ce refus systématique devient lui-même une preuve de l'opacité. Sauf que votre étau probatoire, il est fait en papier mâché. Avez-vous lu l'exception dans cette fameuse loi de 2024? Vous parlez du secret des délibérations? C'est pire. Le législateur a inséré une protection absolue pour tout ce qui relève de l'exécution d'une stratégie politique. C'est un bouclier en titane. Stratégie politique, ça se débat devant un juge? Mais l'administration va tout classifier sous ce prétexte. Vous allez épuiser vos requérants avant d'égratigner un seul politicien. C'est un exercice de cynisme brillant. On touche vraiment au cœur de notre désaccord. Je maintiens que le droit, même face à ce mur de titane, finit par trouver une fissure. La personnalité juridique des partis, l'arrêt Tomenko, les preuves comptables. Vous croyez vraiment que ça suffira? Oui, car la discipline de vote absolu n'est plus juste une culture, c'est une violation matérielle documentable de l'article 42. En forçant les portes des tribunaux, on obligera la justice à trancher. De mon côté, je maintiens que le droit ne peut pas combler les lacunes d'une culture institutionnelle qui a été spécifiquement conçue pour le neutraliser. Vous parlez du capitalisme politique? C'est exactement ça. Avec plus de 100 millions d'euros par an, la particratie est sociologiquement et financièrement trop lourde pour être renversée par de simples recours asymétriques. Ça prendrait une vraie loi organique. Au bout de la ligne, je pense qu'on s'entend quand même pour dire que cette contradiction entre la Constitution et la dictature du parti sur le terrain, c'est intenable à long terme. Totalement. C'est une faille béante dans l'État de droit. Ça nous prouve que les règles écrites ne valent que par la volonté de ceux qui les appliquent, dans le fond. Alors, pour les étudiants en droit et nos auditeurs, la prochaine fois que vous irez voter, posez-vous cette question. Qui détient vraiment le stylo lorsque vient le temps de voter au Parlement? Et surtout, que fait-on si ceux qui tirent les ficelles sont précisément ceux qui écrivent les règles du jeu? Est-ce que le droit a la force de révéler cette façade? À vous de poursuivre la réflexion et de tirer vos propres conclusions sur l'avenir de ces actions en justice. Merci de nous avoir rejoints. Merci, à bientôt.